Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 30 janvier, les contrôleurs aériens sont en grève depuis hier soir. Ils défendent le caractère de service public de leur profession. Après la mise en place des listes dans la campagne pour les élections municipales, place à la diffusion des idées. Et nous terminerons avec une page de haute couture en musique. Mais commençons tout d'abord par cette information. Les deux adolescents toulousains, apprentis djihadistes, ont été transférés à Paris aujourd'hui. Leur garde à vue avait été prolongée ce matin. L'enquête doit permettre d'éclaircir les motivations de ces adolescents et les aides dont ils ont pu bénéficier pour partir en Turquie avant un passage en Syrie. Ce midi, Jérôme Bollock a interviewé l'avocate du plus jeune des deux garçons, âgé de 15 ans. On écoute maître Agnès Duftel-Cordier. C'est un jeune de 15 ans avec toute la vigueur qu'on peut avoir à cet âge-là et il n'est pas du tout épuisé. C'est une phase éprouvante comme peut l'être la garde à vue, mais il va bien. Il est calme hein, comme hier. Il est dans l'instant présent puisqu'il est évident que pour le moment son avenir judiciaire est plutôt incertain. Donc il a surtout à cœur de véritablement s'exprimer et collaborer avec les enquêteurs puisqu'il veut essayer de donner véritablement son avis par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Les contrôleurs aériens et le personnel de la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, sont en grève depuis hier soir 20 h. Ils s'opposent au projet de libéralisation du secteur de la navigation aérienne, porté selon eux par la Commission européenne. Ils dénoncent une atteinte au caractère de service public de leur métier. À Toulouse, 9% des vols de ce jeudi ont été annulés, surtout des navettes pour Paris et depuis Paris. Une perturbation bien moindre que celle annoncée. Jérôme Bollock a rencontré Jean-Marc Vialat de la CGT Aviation Civile devant la DGAC de Toulouse. Dans ce texte-là, il prévoit une externalisation de certains services qui contribuent au contrôle aérien, en particulier tout ce qui tourne autour de la maintenance du matériel, ce qui tourne autour de l'information aéronautique, l'information des pilotes, la publication de cartes aéronautiques, tout ce qui tourne autour des informations météo, la météorologie nationale aussi qui est très utile aux pilotes. Tout ça, c'est voué à être mis en concurrence avec des services, avec des entreprises, enfin des entreprises privées. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que, à terme de ça, les entreprises privées n'ont pas la même gestion financière qu'un organisme d'État et n'ont pas les mêmes priorités. Et la priorité, nous, on a peur qu'elle ne soit pas faite forcément pour la sécurité. Et notez que le mouvement de grève se poursuit jusqu'à demain matin, 6 h. Nous l'avons appris cet après-midi, Carré d'Info ferme ses portes. Le site internet d'information locale, créé il y a 2 ans et demi, connaissait des difficultés financières. La société éditrice du site B2X Éditions a décidé de sa dissolution anticipée. Carré d'Info revendiquait 60 000 lecteurs mensuels. Dans la course au municipal, il est un rituel auquel aucune liste ne déroge, celui du tractage. Distribuer des professions de foi, discuter avec les électeurs, c'est un moment d'échange privilégié. Jean-Marc Lucas a croisé ce matin des militants de tous bords au marché de la Rennerie. 10 h ce matin sur le marché de la Rennerie, les colistiers et les militants de droite et de gauche font du tractage et parfois même se rencontrent. Ça va, ça marche. Ben oui, c'est pour le municipal de 2014. Mais moi aussi, je suis sur les municipales aussi pour le coup d'un. Voilà. Allez, bon courage. Le tract est pris ou laissé de côté, mais quoi qu'il en soit, ça discute. Les gens font vraiment la différence entre le local et le national. Et puis en plus, la municipalité, les gens se l'approprient. Ils se sentent vraiment concernés par leur ville, donc le maire, ça représente vraiment leur quotidien, quoi. Donc ils sont beaucoup plus intéressés. Il y a autant de discussions sur le marché que dans les porte-à-porte. Mais c'est vraiment toujours, très sincèrement, très satisfaisant. Et du côté de la liste de Jean-Luc Moudenc, on discute aussi, et selon les équipes de droite, des thèmes reviennent bien souvent. Les problèmes qui ressortent sont surtout l'insécurité, le problème du logement et un troisième, l'emploi. Voilà, ce sont les trois priorités qui ressortent sur le quartier et sur l'ensemble de la ville de Toulouse. Ben, il faut postuler sur le site de la mairie, sur toulouse.fr, mais il n'y a personne, il faut être pistonné. Et vous avez eu des retours positifs, des propositions? Jamais, personne ne se prend jamais. Et puis il y a les éternels reproches qui sont souvent donnés aux politiques qui ne sortent qu'à la veille des élections. Moi je suis militante au nouveau parti anticapitaliste et je milite sur le comité qui est sur ce quartier-là. Et on dit bien plus souvent qu'une fois par an, donc j'ai aucun complexe de ce point de vue-là. Et je pense que tous les autres composantes de la liste, ils sont très présents sur le quartier, donc nous on n'a pas trop de gêne effectivement.
Bref, avant les municipales et le premier tour du 23 mars, tout le monde vient faire son marché, soit pour acheter des légumes, soit pour vendre ses idées. Bonjour. Bonjour. Mais je lui dirai. Merci. Bonjour. Dans le domaine de la santé à présent, les états généraux de la pédopsychiatrie se sont tenus mardi à l'université Paul Sabatier de Toulouse en présence des professionnels du secteur, des professionnels qui ont fait un certain nombre de propositions au ministre de la Santé. Ils ont surtout dénoncé leur manque de moyens. En France, le nombre d'enfants suivis est en constante augmentation. Pascal Solaire. 500 000 enfants sont vus chaque année par les structures du secteur infanto-juvénile et les CMP, les centres médicaux psychopédagogiques. La demande de soins en pédopsychiatrie connaît un accroissement considérable. Les enfants ne vont pas plus mal, mais le repérage des troubles a évolué et se fait plus précocement. Ce qui revient le plus souvent aujourd'hui dans nos consultations, ce sont des troubles, on va dire très globalement, des troubles de l'adaptation, des troubles de l'intégration sociale, des troubles par rapport à la scolarisation, à la vie sociale. Après, ça recouvre un tas de troubles différents. Un enfant peut avoir des difficultés, s'agiter, poser des problèmes de comportement parce qu'il est anxieux, parce qu'il est déprimé, parce qu'il a des troubles instrumentaux, parce qu'il a éventuellement un trouble plus grave du développement. Et tout ça commence un peu de la même façon. Je ne sais pas si ce sont des effets sociétaux, on a quand même beaucoup de mal à le démontrer. On est quand même dans une société de la performance, dans une société où il faut que ça aille vite, où il faut que les enfants s'adaptent, les enfants s'ajustent et ça devient parfois plus compliqué, en particulier pour les plus fragiles. L'accès aux soins est devenu difficile du fait de l'affluence des patients. En Haute-Garonne, il faut compter entre 3 et 6 mois de délai d'attente pour obtenir un premier rendez-vous avec une équipe pluridisciplinaire du type CMP. Les professionnels de la pédopsychiatrie attendent un soutien du ministère de la Santé et de véritables moyens. En Midi-Pyrénées, par exemple, il nous faudrait, pour aller très vite, pour améliorer très vite la fluidité de l'accueil des adolescents dans les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques, c'est-à-dire nos consultations, mais aussi dans les CMPP, qui sont les centres médicaux psychopédagogiques rattachés au médico-social, au handicap, il nous faudrait très vite des moyens supplémentaires, par exemple 1 ou 2 infirmiers ou psychologues qui puissent être dédiés à l'accueil rapide d'un adolescent qui va mal. Ça évite du coup que les choses s'aggravent, ça évite qu'il y ait des surmorbidités et ça permet souvent de désamorcer des crises. Comme en Midi-Pyrénées aujourd'hui, les régions se mobilisent en préambule des états généraux nationaux de la pédopsychiatrie qui auront lieu le 4 avril à Paris. Spatial à présent avec le projet Pharao. Il s'agit de l'horloge atomique qui doit être accrochée à la Station spatiale internationale en 2016. Cette horloge est capable de mesurer le temps avec une précision inégalée. Pour l'instant, on finalise son assemblage au CNES de Toulouse. Sophie Voinis. En 1915, Albert Einstein a prédit que l'écoulement du temps dépend de la gravité. C'est précisément pour vérifier cette dépendance que l'horloge atomique Pharao doit être placée sur la Station spatiale internationale en mai 2016. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous voici pour l'heure au CNES dans une salle blanche. Ici, l'atmosphère est contrôlée, les appareils montés sont extrêmement sensibles face à tout type de pollution. L'air est donc filtré. Et voici le modèle de vol de l'horloge atomique Pharao, dont on vient de recevoir les tout derniers éléments. Alors, les objectifs de la mission Pharao consiste à mettre dans l'espace une horloge d'une exceptionnelle exactitude, c'est-à-dire un appareil qui est capable de reproduire la seconde avec un niveau de précision tout à fait exceptionnel, en fait pratiquement la meilleure précision que l'on sache réaliser de nos jours. L'objectif donc scientifique de cette horloge, c'est de mettre en évidence avec la plus grande précision possible l'effet qui a été prédit par Albert Einstein il y a déjà un siècle, à savoir que le temps s'écoule plus lentement quand on est dans une gravité plus forte. Et donc, bien que la Terre ait un champ de gravité très faible par rapport à celui des trous noirs ou d'autres objets astronomiques auxquels on peut penser, à la surface de la Terre, le temps s'écoule donc plus lentement qu'à l'altitude où vole la Station spatiale internationale. Et la précision de Pharao nous permettra de vérifier cet effet en fait, et de le calculer, de le mettre en évidence avec une précision 100 fois plus grande que celle des expériences précédentes. Cette horloge refroidit des atomes par laser avant de les ausculter jusqu'à des températures extrêmement basses, de l'ordre du millionième de degré absolu, donc vraiment très très proche du zéro absolu. Températures auxquelles ces atomes sont très lents et donc sont plus faciles en fait à interroger avec moins d'erreurs. Donc cette horloge qu'on envoie dans l'espace, c'est un objet tout à fait exceptionnel et un concentré de technologie récente.
Pour l'heure, on procède au montage final du modèle, un travail très minutieux, quasi chirurgical, en prévision de tests très poussés avant son départ pour l'espace. On a besoin de reproduire un environnement le plus proche possible de l'espace, et on le reproduit par le caisson à vide, où on a un vide qui est de l'ordre de 10-6 millibars. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais enfin, voilà. Donc c'est un vide qui est très très poussé, quoi. Donc, et ça nous permet de faire des essais dits de performance de l'instrument. C'est-à-dire qu'on va très très loin dans le résultat attendu, quoi. Farao est dite horloge atomique parce qu'elle va interroger des atomes, rien à voir avec le nucléaire. Elle ne dégagera aucune réactivité. Passé les tests fonctionnels, l'horloge atomique rejoindra la charge utile ACES. Objectif minimal de la mission, 18 mois en orbite et plus vraisemblablement 3 ans. L'horloge atomique sera accrochée à la Station spatiale internationale, un véritable laboratoire volant qui doit aider les scientifiques et peut-être nous tous d'ailleurs dans notre quête éternelle de la connaissance. En sport, après l'annulation du match TFC Bastia le week-end dernier pour cause d'intempéries, la commission des compétitions de la Ligue de foot annonce son report. La rencontre aura lieu le 11 février à 20h30 au Stadium pour la 22e journée de Ligue 1. Et puis c'est officiel, le club a annoncé en fin d'après-midi l'arrivée d'un nouveau joueur. Il s'agit de Dusan Veskovac, footballeur serbe de presque 28 ans qui occupe le poste de défenseur central et qui jouait jusqu'à présent à Berne, en Suisse. En rugby, la composition du 15 de France qui affrontera l'Angleterre pour l'ouverture du tournoi Destination 2014 est tombée. Et les Toulousains sont bien représentés. Ils seront 5 titulaires. Huget, Médard, Doussin, Picamol et Nyanga. Et 2 remplaçants, Maestri et Ficou. Le match aura lieu samedi 1er février à 18 h au Stade de France. Et pour clore cette page de sport, l'image du jour que les internautes passionnés de sport auront sûrement déjà vue, celle de l'entraîneur toulousain de l'équipe de France de hand sur Twitter. Après des rumeurs autour de sa présence nouvelle sur le réseau social, l'entraîneur a réagi de façon décalée et pour le moins humoristique sur le compte de sa fille. Claude Onesta n'a pas de compte Twitter, qu'on se le dise, le sujet est clos. On termine avec de la haute couture pour l'Opéra du Capitole. Le couturier Christian Lacroix a dessiné le vestiaire de La Favorite, l'opéra de Donizetti qui sera donné du 6 au 9 février au Théâtre du Capitole. Le couturier revient ainsi à ses premières amours en présentant des costumes somptueux, colorés et pour le moins originaux. Marlène Canal et Alain Sorat l'ont rencontré à l'occasion de la Pré-Générale cet après-midi. Ce qui m'a intéressé depuis l'enfance, c'est le théâtre et l'opéra. La mode, elle est arrivée, c'est un détour de 25 ans important, mais la vraie vie, c'est le théâtre. Donc moi, j'ai toujours fait quelque chose, dans mon esprit, j'ai toujours aimé ce qui était plus fort, plus beau, plus onirique que la réalité. La grande différence, il y en a une, c'est qu'une robe de haute couture, elle est faite pour être vue de très près, donc il faut que ce soit parfait, alors qu'au théâtre, on a l'illusion, la magie des éclairages, et au théâtre, du plastique peut ressembler à des joyaux, et à l'inverse, on peut avoir des raffinements très très chers qui ne se voient pas. Bon, c'est ça qui me plaît, cette espèce de alchimie qui transforme les choses. Alors quand je travaille pour le théâtre, je ne suis pas seul maître à bord, parce qu'il y a un metteur en scène, et que j'aime bien aussi. C'est pas du tout passif, mais m'adapter, illustrer l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Donc là, il m'a dit des mots-clés qui étaient le Gréco, un Moyen-Âge remodernisé. Donc à partir de ça, moi j'ai mes images, j'ai mes tableaux en tête et je lui propose 2 ou 3 versions pour chaque personnage, même pour la production entière. Souvent je fais 3 productions et celle qui correspond le mieux à son imaginaire vient. Mais j'ai l'Espagne dans mes tripes, donc comme les Toulousains quelque part. Vous avez accueilli l'Espagne à un moment donné, avant la guerre, enfin, après la guerre d'Espagne. C'est quelque chose qui m'est très nécessaire. J'ai un tropisme espagnol sans parler espagnol vraiment. Là, il y a la couleur, il y a une certaine ligne, je pense qu'il y a une allure. On parlait du Gréco tout à l'heure, mais il peut y avoir un peu de Velasquez. C'est pas flamenco non plus, c'est italien quand même au passage. Moi je suis pas un vrai couturier, je le dis pas par
Je serais presque un usurpateur. Un vrai couturier, c'est un type qui coupe sa robe lui-même la nuit, qui la coud lui-même. Moi, c'est pas ça. Moi, je dessine des ambiances, on les réalise après. Et l'alchimie qui me donne envie de travailler, qui m'inspire, qui m'excite, c'était de prendre une parure Maasai et de la mélanger avec un costume militaire. Enfant, je travaillais beaucoup sur les découpages. Je découpais des livres, je découpais des magazines et après, j'avais des jeux comme ça. Il y avait une tête, une coiffure, un buste, un bas. Et là, il y a une chose qui naît, qui me passionne. C'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Il est dit que pour donner accès plus facilement à l'opéra classique, s'il y a une notion de modernité, c'est mieux. Et je trouve que le perfecto, c'est un peu la parure du chevalier ou de l'aristocrate espagnol du XVIIe. Il n'y a pas beaucoup de différence. Quand vous regardez un motard dans la rue, il n'est pas loin du chevalier médiéval, quelque part. Hein. Moi, j'ai eu fait, avec pas grand-chose, des productions de Othello. Tout venait de puces de Londres, de bikers qu'on avait bombés en argent et on aurait vraiment dit que c'était des nobles vénitiens du XVIe. Mais là, je pense que la stature que donne une ouverture comme ça, zippée, c'est moins banal que d'avoir juste un juste au corps. Et elles ont belle allure, les filles, là, les cœurs, c'est des dames imposantes, bien plantées comme ça. Et je vais voir parce que là on n'a pas fini, hein. Là vous allez assister à quelque chose qui n'est pas finalisé. Par contre pour les solistes on est assez au point. C'est pas que du vêtement, que du costume, ça doit aider chacun à exprimer ce que le metteur en scène demande. Il y a une gestuelle à un moment donné de désespoir, d'amour, de bonheur qui passe peut-être par un tulle, par être contrainte dans un espèce de blouson qui l'enferme comme une camisole de force. C'est au-delà de la mode, le costume de théâtre. Moi, c'est ce qui me plaît. Je vous le rappelle, la favorite de Donizetti, c'est du 6 au 9 février au Théâtre du Capitole. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Mais pour l'instant, restez sur TLT, Carré VIP, c'est à 19h25 et 23h32 avec notre invité Kader Arif, interviewé par Emmanuel Schwarzenberg et Hélène Ménal, journaliste à 20 minutes. Très bonne soirée à tous.